Alors, on va commencer par vous, docteur Luong, et pour préparer ce webinaire, on avait justement demandé à des personnes, des membres des associations de GPS Cancer, de nous remonter des questions qu'on vous a soumises, ces questions, ce qui vous a permis un peu d'orienter votre présentation. Et je crois que vous allez nous faire une présentation assez générale sur la vaccination et puis évidemment mettre l'accent sur les vaccinations quand on est touché par un cancer. Alors, je vous laisse. Ah, attendez un instant, je vous donne la possibilité de partager Et votre diaporama, c'est mieux. bon, je fais un rappel. Écoutez, merci beaucoup aux organisateurs, enfin aux organisatrices, j'ai l'impression. Donc, c'est toujours important de discuter avec les personnes les plus qui sont directement concernées par la vaccination. Donc, effectivement, n'hésitez pas à poser des questions ou à m'interrompre si c'est pas clair. Et je remercie aussi d'avoir fait circuler des questions, ce qui m'ont beaucoup aidé à préparer cette présentation. J'espère pouvoir y répondre. Donc, je vais commencer, oups, excusez-moi, je vais commencer ma présentation en fait par vous dire en fait de quoi je vais parler. La première partie, c'est faire un peu un rappel général sur les vaccins et les recommandations générales de leur utilisation. Ensuite, j'ai décidé de parler plus précisément de quelques pathologies particulières qui touchent les personnes atteintes de cancer et enfin quelques mots de conclusion. Donc, si je voulais résumer, c'est quoi un vaccin? C'est un peu ce proverbe chinois qui dit donne un poisson à un homme, il mangera une journée. Apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. Et en fait, le vaccin, c'est vraiment ce qu'il essaye de faire à votre système immunitaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir permettre à votre organisme de lutter contre ici un virus. Et pour ça, il faut deux choses. Il faut d'une part trouver la bonne cible, c'est-à-dire dire à votre système immunitaire, voilà le microbe et voilà son point faible et c'est là où il faut attaquer. Et le deuxième élément principal, c'est la bonne technologie, c'est la bonne flèche. Et c'est ce qu'on appelle l'immunogénicité, c'est la capacité d'un vaccin à bien stimuler votre système immunitaire pour atteindre sa cible et finalement éliminer le microbe. Ça, c'est une petite frise qui retrace les vaccins qui ont été disponibles depuis la fin du XVIIIe siècle, hein, avec le vaccin contre la variole, jusqu'à nos jours. Et en gros, le message que je vais vous faire passer, c'est qu'il y a depuis longtemps des vaccins, et effectivement qu'il y en a de plus en plus, avec des technologies qui sont représentées par les couleurs diverses. Et c'est vrai que c'est compliqué, non seulement pour les patients, mais aussi pour les médecins de s'y retrouver. Et c'est un peu le but, c'est un peu de vous guider dans ça, notamment dans la situation du cancer. Ici, c'est un extrait d'un article scientifique qui, qui retrace un peu les différentes technologies. Alors, évidemment, je ne vais pas y aller une par une, mais c'est pour les professionnels qui nous écoutent, pour leur référence. Mais l'idée, c'est de vous dire que l'enjeu de la recherche dans les vaccins, c'est de développer des technologies qui vont d'un vaccin vivant atténué, qui est la technologie traditionnelle, mais qui pose des risques de maladies vaccinales, notamment chez les personnes atteintes de cancer, à des technologies plus abouties, en bas du tableau à gauche, la fameuse technologie ARN des vaccins Covid. Et donc, ce qui fait que la vaccination, c'est vraiment un cas à part. Tout d'abord, c'est un médicament. Donc, ça veut dire qu'il y a des enjeux de sécurité, de stabilité. C'est un cadre méthodologique extrêmement précis, défini par la loi, qui permettent de s'assurer au moment de l'autorisation de mise sur le marché de sa sécurité et de son efficacité. Deuxièmement, c'est un médicament qui est préventif. Et donc, comme dans toute politique de prévention, et donc moi je comprends aussi la prévention de l'hypertension, mais aussi la sécurité routière, il y a un risque immédiat, en tout cas une contrainte immédiate, pour un bénéfice qui n'est pas évident. C'est-à-dire que souvent en médecine, les gens ils viennent parce qu'ils sont malades, et le médecin il va répondre tout de suite à une plainte, à un problème ce qui apparaît, alors que là, dans la prévention, le problème n'est pas encore là. Et on veut essayer de prévenir les choses, donc il y a aussi une discussion sur comment vous percevez euh, le risque de la maladie que vous voulez prévenir avec les contraintes immédiates.
Troisièmement, immunomodulateur, c'est un peu le début de mon propos, c'est tout simplement le fait que le vaccin ne va pas agir par lui-même. C'est pas comme un médicament, un antibiotique, par exemple. Ça va dépendre de la façon dont il va stimuler le système immunitaire de la personne pour bien répondre aux infections. Et donc, vous le devinez, dans le cas des personnes atteintes de cancer qui ont une immunité des fois affaiblie, le vaccin risque de moins bien marcher. Et enfin, c'est une longue durée d'action, et ça, c'est tout l'intérêt du vaccin. C'est-à-dire que le vaccin, c'est un médicament qui est puissant dans le sens où vous avez une vaccination contre la rougeole, par exemple, dans l'enfance, et vous êtes protégé toute votre vie. Et il n'y a pas d'autres médicaments que je connaisse qui ont un effet aussi durable. Donc, ici, je vous ai mis les différentes phases du médicament pour que vous compreniez en fait que le vaccin est vraiment développé de façon très rigoureuse avec différentes phases. Et ce que l'on voit dans la phase 1, le numéro 1, c'est la sécurité. Donc, avant même de savoir si un vaccin est efficace ou pas, on va s'assurer qu'il a des effets secondaires qui sont acceptables, qui ne sont pas nuisibles ou qui arrivent au détriment de la santé des personnes qui le reçoivent. Et c'est secondairement qu'on va regarder dans les phases 2, dans les phases 3, d'abord l'immunogénicité, c'est-à-dire par exemple vos titres d'anticorps, et en phase 3, l'efficacité, c'est-à-dire est-ce que vraiment le vaccin permet d'éviter la maladie. En bas, vous avez le N qui représente le nombre de participants et vous voyez que ce nombre, il est de plus en plus élevé. Donc, plus on va le tester sur des personnes en grand nombre, plus on va s'assurer de l'efficacité, mais on ne pourra pas, on va dire, ça j'y ai retrouvé quand je vais parler des effets secondaires. Si un effet secondaire est très rare, on ne va pas pouvoir le détecter lors de la phase 3, celle qui permet l'autorisation de mise sur le marché, parce que le nombre est limité, c'est 1 sur 10 000. Donc, si c'est très rare, à 1 plus de 100 000, par exemple, on ne pourra pas le détecter. Et c'est pour ça qu'il y a les phases 4 sur ce qu'on appelle l'étude post-AMM. C'est une fois que les vaccins sont mis sur le marché, la recherche continue pour savoir est-ce que cette efficacité persiste et est-ce qu'il y a des effets secondaires qui n'ont pas pu être détectés avant. Donc, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on recommande un vaccin? Pourquoi on dit qu'un vaccin doit être administré à certaines personnes? Et on ne va pas regarder seulement le vaccin, on va regarder trois paramètres. En haut, c'est l'épidémiologie, c'est-à-dire de quelle maladie parle-t-on? D'accord? Et une notion qui est de plus en plus importante dans les bénéfices, on parle de fardeau. Le fardeau, c'est pas seulement la mortalité, le nombre de morts, mais c'est aussi est-ce que ça affecte votre qualité de vie. D'accord? Et ça peut aussi entraîner des modifications épidémiologiques, comme on l'a vu par exemple avec la variole, où on a pu l'éradiquer. Le vaccin, c'est ce qui nous intéresse, c'est l'efficacité et les effets secondaires, qu'on appelle la tolérance. Et enfin, d'un point de vue social, la société, c'est les gens qu'on va vacciner. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on va pouvoir distribuer le vaccin euh, à la population concernée? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des nombres de doses qui sont acceptables? Parce que s'il y a, je sais pas, 6 doses, eh ben, ça va être compliqué de le faire. Et est-ce qu'on peut se le permettre d'un point de vue budgétaire? Donc, c'est ces trois paramètres et c'est vraiment les interactions entre ces trois paramètres qui font décider ou pas d'une recommandation. D'accord? Et dans le cas des personnes atteintes de cancer, il y a spécificité. C'est un peu ce que j'appelle malheureusement la double peine. Tout d'abord, à gauche, il y a les risques liés à la maladie avec des formes plus graves qui entraînent des retards de prise en charge parce que les chimiothérapies peuvent être décalées, les chirurgies peuvent être décalées parce que les personnes ont de la fièvre, par exemple. Et donc, il y a quand même un retard de prise en charge et un risque de désorganisation du soin. Il y a la décompensation des maladies chroniques, c'est-à-dire que si, par exemple, les personnes ont des maladies chroniques en plus du cancer, comme un diabète, des maladies cardiovasculaires, des problèmes de reins, eh ben, ces infections peuvent les décompenser et entraîner des insuffisances aiguës. Et enfin, chez les personnes âgées notamment, c'est des pertes d'autonomie. Donc les gens, ils sont plus affaiblis, ils perdent en autonomie, ce qui est aussi extrêmement préjudiciable. Et d'un autre côté, il y a une moindre immunogénicité, c'est-à-dire que le vaccin, malheureusement, il va peut-être moins bien marcher que chez une personne saine. D'une part, à cause du cancer en lui-même, qui affecte votre système immunitaire, des traitements, des chimiothérapies, eh ben, qui ont des effets secondaires et qui peuvent entraîner une baisse d'efficacité du cancer. Les pathologies chroniques associées, on sait par exemple que les insuffisants rénaux, ils répondent moins bien au vaccin que les gens qui ont des fonctions rénales normales et enfin en fonction de l'âge.
Donc, il y a une vraie nécessité de développer des vaccins et des stratégies adaptées aux personnes atteintes de cancer et de continuer la recherche chez ces personnes-là. En tout cas, une fois que j'ai dit ça, le document de référence, ça reste le calendrier des vaccinations qui est mis à jour tous les ans, qui est élaboré par le comité technique de vaccination, qui est un organisme qui est indépendant de tout conflit d'intérêts. Et ça, c'est extrêmement bien suivi. Et qui identifie la population. Est-ce que c'est la population générale? Est-ce que c'est les populations particulières dont font partie les personnes atteintes de cancer? Par vaccin aussi, avec quelle contre-indication et selon quel schéma, d'accord? Avec des schémas peut-être adaptés aux situations particulières. Donc, pour les patients atteints de cancer, le message principal, c'est qu'il y a une contre-indication des vaccins vivants atténués jusqu'à 6 mois après l'arrêt des traitements, après la chimiothérapie. Et je vous ai mis les principaux vaccins vivants atténués, c'est le vaccin rougeole, orion, rubéole, la fièvre jaune et la dengue, le Qdenga. Donc ces vaccins-là, il ne faut pas les recevoir pendant la chimiothérapie jusqu'à 6 mois après les traitements parce qu'il y a un risque de maladie vaccinale. Ce sont des vaccins qui ont un pouvoir infectieux, même s'il est atténué et donne des formes peu graves chez les gens, enfin les personnes saines, il y a un risque de maladie vaccinale chez ces personnes atteintes de cancer. Donc ils sont contre-indiqués pendant cette période. Ceux qui sont contre-indiqués, il y a les vaccins qui sont recommandés pendant le calendrier vaccinal. Donc ça, c'est vraiment les vaccins pour tout le monde, que vous ayez un cancer ou pas. Mais si vous avez un cancer et que vous êtes traité, il faut faire un rappel à 3 mois si vous avez traité pour une tumeur solide ou à 6 mois si vous avez une maladie hématologique. Et donc le DTP et le méningocoque si vous avez âgé de moins de 26 ans. Et enfin, il y a des vaccinations qui sont recommandées spécifiquement pour les personnes atteintes de cancer qu'on doit faire de préférence avant la chimiothérapie, mais ce n'est pas forcément le cas s'il y a des chimiothérapies qui sont démarrées en urgence et qu'il faut faire pareil à 3 mois ou à 6 mois après le traitement. Donc grippe et Covid, qu'on peut faire dès 1 mois après la chimiothérapie si c'est la saison hivernale, comme par exemple aujourd'hui, le pneumocoque, l'hépatite B et le zona. Donc en pratique, il faut Juste, essayer de est-ce vacciner. que je peux Oui, me permettre de vous couper, docteur, sur la oui, slide d'avant? oui, Si vous pouvez remonter juste. Quand vous mettez possibilité de faire un mois après chimiothérapie, si saison hivernale, oui. si on a démarré la chimio depuis 2 mois, on peut plus le faire ou quelle est Alors en la fait, recommandation? ouais, la recommandation, c'est que ces personnes, de toute façon, ont le vaccin recommandé. Mais la recommandation ne s'exprime pas sur le timing. C'est parce D'accord. que, en fait, si vous vaccinez pendant la chimiothérapie avec les vaccins, en dehors des vaccins vivants atténués, il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, mais il y a un risque d'efficacité moindre, en fait. Ah, Donc, d'accord, ok. donc en tout cas, il ne faut pas avoir peur des effets secondaires qui sont plus importants, mais c'est juste qu'on aimerait que le vaccin puisse avoir sa pleine efficacité. Donc, si on est en été, il n'y a pas de circulation de grippe. Bon, Covid, c'est un peu différent, mais en tout cas, je vais prendre de la grippe. Il n'y a pas de circulation de grippe, donc ça vaut le coup d'attendre. Par contre, si vous avez votre chimio aujourd'hui, là, le 5 novembre, on sait que la campagne a commencé. On s'attend qu'il y ait un pic autour des fêtes de grippe. Donc, vaut mieux se faire vacciner au risque, on va dire, que ça marche moins bien, plutôt que pas du tout. Voilà. Donc, ça, c'est une discussion qu'il faut avoir avec votre prescripteur. Donc, c'est pour ça que le timing, il y a pas vraiment il y a pas de données sur le meilleur moment. C'est un risque de moindre efficacité, mais pas un risque de plus forte dangerosité, je veux dire. On a une autre question dans le chat, docteur. Oui, Qu'en est-il de la période de chimiothérapie ciblée? La mienne est pour 2 années et ouais, l'hormonothérapie 10 ans. C'est ouais, exactement la question que j'allais poser. Quand la ouais, chimiothérapie est terminée, mais qu'il y a l'hormonothérapie qui prend le relais, est-ce que ça ouais. compte? Est-ce que c'est considéré comme des traitements encore ou pas? Alors, donc les recommandations sont en train d'être refaites parce que les dernières recommandations, je ne vais pas vous le cacher, elles datent depuis plus de 10 ans. Donc à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'hormonothérapie, de thérapie ciblée. Donc pour l'instant, toutes personnes, même qui ont des hormonothérapies, sont considérées comme immunodéprimées et donc il y a une contre-indication au vaccin vivant atténué. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un dogme qu'on ne change pas. Ensuite, pour la reprise des vaccinations, là on peut discuter en fonction des différentes phases de chimiothérapie que vous avez eues.
il y a souvent des chimiothérapies un peu intensives et puis après des chimiothérapies d'entretien. Donc, c'est à discuter avec votre oncologue et l'oncologue s'il a un infectieux référent pour savoir quand est-ce qu'on peut vacciner. Donc, pour essayer de répondre plus spécifiquement à la personne, si elle est, je pense, en traitement d'entretien, c'est-à-dire qu'elle a une hormonothérapie simple, elle peut reprendre son schéma vaccinal pour moi, parce qu'il ne faut pas attendre 2 ans, notamment pour les vaccins saisonniers comme la grippe ou le Covid. Par contre, s'il s'agit de rappel des TP, on peut le faire, on peut prendre donner le temps, parce que le risque est moins par vague, comme ça, c'est moins saisonnier. Mais enfin, je pense que c'est cette balance bénéfice-risque, cet équilibre bénéfice-risque. Ici, je pense que vaut mieux quand même vacciner si on s'attend à ce que l'hormonothérapie soit prolongée au long cours. Ok. Voilà. Donc, c'est une question qu'on m'avait posée sur l'accès à la vaccination. Malheureusement, aujourd'hui, et ça, peut-être que Imagine peut aussi, avec son plaidoyer efficace, c'est de rendre la vaccination plus simple à l'hôpital. Traditionnellement, l'hôpital, c'était les soins et la ville, c'était la prévention. Et donc, l'accès à la vaccination n'était jamais été simple à l'hôpital pour des raisons d'organisation, parce que c'est l'ARS qui gère les vaccins et donc c'est pas et l'hôpital et l'ARS, ils ont des interactions à dire particuliers. Et donc, c'est pas simple d'avoir accès au vaccin à l'hôpital. C'est en train de changer lentement mais sûrement, mais ça reste pas simple. Et là, c'est vraiment le rôle des professionnels de ville et notamment des pharmaciens qui est vraiment important parce que maintenant, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmières peuvent faire des vaccinations. Donc, il n'y a plus besoin d'aller chez le médecin qui vous prescrive, aller chercher le vaccin. Normalement, vous pouvez aller voir un pharmacien directement et il peut vous vacciner et ça se fait en une seule fois. Voilà. Euh, il Ça faut pas permet de oublier. délester l'hôpital, effectivement, de la Exactement, parce que je pense vaccination. que malheureusement, ils vont déjà souvent à l'hôpital, ça peut être loin. Donc, aller en ville, vous pouvez prendre, l'hôpital peut faire l'ordonnance pour vous aider à y voir plus clair sur le schéma vaccinal, prioriser les vaccins, mais ensuite, il faut aller en ville et le pharmacien peut vous vacciner. Ce que je veux. Après, docteur, on a des questions très spécifiques de traitement dans le chat. Je ne sais pas ce que tu en penses, Aurore, enfin, vous nous l'avez dit quand on préparait plusieurs fois, il faut vraiment vous adresser à votre médecin et parce que les personnes ont mis des Oui, thérapeutiques. Je ne sais pas si... je suis en train de voir Voilà. là. Voilà. Donc, Si vous avez des réponses, n'hésitez pas. ben, dans Entre le. traitement de chimiothérapie orale et chimiothérapie intraveineuse, on va dire, il n'y a pas de distinction, c'est Non, il n'y a considéré pas de comme un distinction. traitement. En fait, quelle que soit votre chimiothérapie, même si c'est moins d'effets secondaires plus légers, il faut qu'à vous contre-indiquer les vaccins vivants atténués jusqu'à 6 mois. Donc ça, c'est sûr. Pour les autres, où c'est vraiment une question de quand est-ce qu'on est le plus efficace, si, voilà, si c'est au long cours, ben, faut faire vacciner, ça va moins bien marcher, mais tant pis. Je vais parler après, c'est l'entourage après qu'il faut sensibiliser. D'accord? Mais là, il n'y a pas de. En tout cas, il ne faut jamais avoir peur des effets secondaires. En tout cas, une fois qu'on a respecté la contre-indication des vaccins vivants atténués. Ce que je voulais dire aussi, c'est que heureusement, les gens qui ont des cancers, ils ont aussi une vie. Et donc, il faut aussi penser à l'exposition professionnelle, les gens qui sont soignants, qui travaillent en crèche, qui travaillent avec des métiers en rapport avec l'eau. Ils ont des vaccinations spécifiques qu'il ne faut pas oublier. Ils vont faire des voyages, ils ont des pratiques sexuelles, notamment les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Voilà, il faut aussi y penser. Et c'est pas parce que il faut pas être des fois trop focalisé que sur le cancer, le cancer, le cancer. Il faut aussi penser, ben, et c'est aussi ça c'est aussi une façon aussi de l'aborder, des fois agréable pour les patients, c'est de dire ben, qu'est-ce que vous allez faire si vous voyez les patients avant les chimios, qu'est-ce que vous allez faire après? Est-ce que vous voulez voyager? Et c'est peut-être le moment aussi de penser à ça avant les chimios. Donc l'entourage, c'est une stratégie de cocooning. Donc j'ai mis un schéma là à droite. Vous voyez la personne qui est en blanc et qui n'a pas le cercle. C'est la personne, par exemple, qui est atteinte de cancer et qui est immunodéprimée, chez qui le vaccin ne marche pas, donc il ne va pas être protégé. Contrairement à son entourage, ici, donc les bonhommes blancs avec le cercle blanc, qui vont pouvoir, de façon, on va dire, un peu schématique, mais ça se vérifie, empêcher la personne rouge d'infecter la personne blanche via un peu une barrière autour de soi. Et donc, ça passe par notamment les personnes qui vivent dans le même foyer, qui prennent les transports en commun, qui travaillent, etc. Et qui, eux, pour le coup, le vaccin marche parfaitement bien.
Donc, ils n'ont pas cet handicap, entre guillemets, immunitaire, qui fait que la vaccination, notamment des maladies assez contagieuses comme la grippe et le Covid, voire le port du masque, permet de ne pas ramener le microbe à la maison. Et j'ajoute que pour les personnes qui ont des enfants en bas âge avec la vaccination contre le rotavirus, qui donne des diarrhées, il faut éviter, parce que le rotavirus est un vaccin vivant atténué qui est sécrété dans les selles. Et donc, il faut pas que il faut éviter que la personne atteinte d'un cancer soit contaminée, parce que le rotavirus est très contagieux. Et les gens qui font des varicelles sont aussi contagieuses, mais maintenant, en France, si vous avez eu la varicelle une fois, vous êtes immunisé à vie. Chimio, pas chimio, donc faut être rassuré. Par contre, si vous n'avez jamais eu la varicelle, vous avez un doute, et que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui a la varicelle, vaut mieux éviter le contact jusqu'à cicatrisation des boutons. Et en parallèle, parce que alors, je crois savoir que la varicelle et le zona, c'est un petit peu la même famille. Si on a eu la varicelle et si quelqu'un a un zona autour de nous, on se vaccine, on l'évite, on fait les deux. Alors, il y a un risque théorique de contamination par les boutons du zona. D'accord? Mais là, il faut vraiment se frotter au bouton, donc le risque est quand même beaucoup plus faible. Alors que la varicelle, c'est une maladie respiratoire, donc il y a une contamination par voie respiratoire. Donc s'il y a un zona, je pense qu'il faut pas paniquer. Il faut juste, voilà, pas frotter, mais je pense que personne n'a eu l'idée de frotter ses boutons de zona contre la On personne, peut se quoi. distancer, quoi. Voilà, exactement. Alors, je vais parler de l'HPV. Euh, donc, l'HPV, c'est le pourvoyeur de cancer du col, qui est la deuxième cause de mortalité par cancer chez la femme, mais pas que. Comme vous voyez sur la droite, ça atteint les hommes et les femmes. Le délai entre l'infection et le cancer est entre 10 et 15 ans. D'accord? Donc, je vous ai mis ici le fardeau dont j'ai parlé du cancer par an en France. Et effectivement, le message important, c'est que ce n'est pas que le cancer du col, c'est de plus en plus des cancers de la gorge, d'accord, et le cancer du pénis ou de l'anus. Et en fait, le vaccin HPV, il est ancien. Je vous ai mis ici une publication, donc c'est 2012 où on a testé les premiers vaccins contre HPV chez presque 20 000 participantes, d'accord? Et on a montré que c'est le tableau à droite où le vert et le rose sont les infections HPV qui sont protégées qui sont évitées par le vaccin. Et on voit qu'on a une diminution du nombre de lésions du col presque de 100% pour le vert et le rose. Le bleu, c'est le HPV qui ne sont pas vaccinaux. Donc, c'est normal qu'il y en a moins. Et donc, c'était la première fois qu'on a mis en évidence qu'un vaccin contre une maladie prévient de lésions précancéreuses. Les critiques à l'époque, qui sont stricto sensu justifiées, c'est de dire que c'est pas une vaccination, on n'a pas montré l'effet sur le cancer, mais des lésions précancéreuses. D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'hésitations vaccinales à l'époque. Mais maintenant, le débat est réglé. Donc ça, on est en 2020, donc 8 ans plus tard. Et comme prévu, j'ai envie de dire, on a réussi à mettre en évidence une diminution des cancers chez les personnes vaccinées. Donc ça, c'est une étude en Suède. Vous avez à droite les courbes du nombre de cancers du col. En vert, c'est les gens qui ont été vaccinés tôt, avant 17 ans. En bleu, les personnes vaccinées entre 17 et 30. Et en orange, les nombres de cancers chez les femmes non vaccinées. Donc, je pense que cette figure parle d'elle-même. Les personnes vaccinées avant 17 ans, sur un suivi de plus de 10 ans, n'ont virtuellement plus de cancer du col en comparaison avec les personnes qui n'ont pas été vaccinées. Et entre 17 et 30, vous voyez qu'il y avait une zone grise il y a eu des doutes sur l'intérêt de la vaccination après 17 ans, mais maintenant, il y a une certitude sur le bénéfice d'aller jusqu'à 26 ans. Je vais en reparler après. D'accord? Donc, vraiment, il y a plus de polémique possible. Le vaccin HPV, c'est un vaccin contre le cancer. D'accord? Ici, c'est très intéressant. C'est une étude qui a regardé les lésions HPV chez les garçons à l'époque où la vaccination ne concernait que les filles. Et donc, vous avez les garçons ici entre 15 et 19, 20, 24, 25, 29 et 30, 40. Donc, les garçons et les hommes.
avec en rouge les condylomes, donc liés à HPV, dans les pays avec une faible couverture vaccinale chez les filles, et en bleu, le nombre de cas chez les garçons dans les pays avec une faible couverture, avec une forte couverture vaccinale chez les filles. Et donc, ce que cet article montre très bien, c'est que dans les pays où les filles sont bien vaccinées, eh ben, il y a une diminution du nombre de lésions HPV chez les hommes. Et donc, ça montre que la vaccination des filles protège aussi les hommes. D'accord? Donc, s'il y a une immunité de groupe grâce à la vaccination du HPV. Et donc, ça aussi, mais il y avait aussi une inégalité, c'est-à-dire que c'était quand même les filles qui avaient les effets secondaires du vaccin probables pour protéger les hommes. Voilà, donc ça, c'était un premier élément. Deuxième élément, et c'est une question qu'on m'a posée, c'est sur l'efficacité sur les lésions précancéreuses anales, dans le même raisonnement que pour le col de l'utérus. Et on voit que, sauf cette étude mais qui portait chez des hommes de plus de 26 ans, donc déjà assez âgés, on voit clairement un bénéfice du vaccin HPV dans les lésions précancéreuses du cancer de l'anus, qui a entraîné donc cette recommandation chez les garçons en 2019. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la vaccination pour tous jusqu'à 26 ans. Donc, qu'on soit garçon, qu'on soit une fille, qu'on soit homme ou femme, c'est la vaccination est recommandée jusqu'à 26 ans. Donc ça, c'est un message très important, c'est nouveau, c'est récent, d'accord? Et ça simplifie grandement aussi la communication au grand public. Je Pourquoi vais jusqu'à 26 ans, docteur, et pas après? Parce que on n'a pas encore montré l'efficacité et les gens qui ont déjà été infectés. Donc l'enjeu, c'est que c'est vraiment un vaccin préventif. Donc on considère qu'à 26 ans, la plupart des gens ont une sexualité déjà, euh, on va dire, assez, Bi. on va dire une sexualité déjà épanouie ou déjà avancée, on va dire, pour s'être fait déjà infecté par le HPV. Donc la vaccination arrive trop tard. Ah, Donc le ok. bénéfice est moins important. Donc, je vais parler maintenant des virus respiratoires. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que le fardeau est élevé, c'est fréquent, c'est contagieux, ça entraîne des hospitalisations, ça décompense des maladies chroniques et c'est compliqué. Et c'est tous les ans, voire tous les 2 ans. Et le rapport change parce que tous les ans, c'est des nouveaux virus. Je vous ai mis ici une étude américaine entre 2022 et 2024 qui regarde le nombre d'hospitalisations par Covid, grippe et VRS. Donc, ce virus qui donne la bronchiolite chez les enfants, mais aussi des infections respiratoires chez les personnes âgées. Et donc, le message, vous le voyez, c'est que la Covid, ça reste encore, même dans les années 2000, à partir de 2022, même aujourd'hui, une cause importante d'hospitalisation. Il ne faut pas oublier la Covid. Et la vaccination, je n'ai pas montré ici, mais la vaccination permet de réduire ce fardeau. La grippe, mon message, c'est que ce n'est pas qu'une maladie respiratoire. Ça entraîne des infarctus, ça entraîne des AVC, donc des attaques cérébrales, ça entraîne des pertes d'autonomie et des déséquilibres de diabète. Donc, ce n'est pas qu'une toux, une fièvre, ça peut entraîner vraiment des crises cardiaques, quoi. La Covid, ça circule aussi l'été, c'est aussi mon deuxième message. Donc, vous avez ici la courbe épidémique en violet, en bleu, c'est la grippe, et vous avez les semaines calendaires. Donc, en gros, le début de l'année 2025, c'est au niveau du pic en bleu, et vous voyez que la Covid circule l'été. Donc, c'est la raison pour laquelle, chez les personnes immunodéprimées, on recommande une vaccination au printemps. Donc, voilà, ça, c'était le message. Et pour vous dire que ça, c'est les données de l'année dernière, qu'il y a encore des gens, une fois qu'ils sont hospitalisés et qu'une fois qu'on est hospitalisé pour une grippe, une Covid ou un VRS, la mortalité chez plus de 65 ans, elle est importante. Elle est de 1/5, donc 20%, presque un tiers pour la Covid. Donc vraiment, ce n'est pas des maladies à sous-estimer. Et moi, pour avoir parlé avec des patients atteints de cancer, souvent ce concept de fragilité, il n'est pas encore bien perçu. Je comprends que les gens faut se focaliser sur leur traitement, mais que les traitements qu'ils reçoivent ont un impact sur leur capacité à se défendre contre une infection. Et que souvent les gens disent bah, j'ai eu la grippe, mais c'était peut-être avant qu'ils soient malades, et donc ça ne va pas forcément se passer de la même façon. Je vous ai mis ici les données d'entre octobre 2024 et février 2025 des grippes en France, en laboratoire de ville. En rouge, le nombre de non-vaccinés et en bleu, les vaccinés. Donc, vous voyez que les vaccinés,
eh ben, ils vont beaucoup moins dans les laboratoires de ville pour des tests, ce qui veut dire qu'ils sont moins malades. Donc, j'ai parlé des effets indésirables. Donc, il y a pas de, tout de suite, je veux dire qu'il n'y a pas de preuve d'aggravation de cancer suivant la vaccination. Donc, ça, c'est un message important si vous respectez la contre-indication, encore une fois, des vaccins vivants atténués. Donc, c'est sûr, le vaccin, ça a des réactions qui sont bénignes, fréquentes et attendues. Avec, ça fait mal au bras, hein, surtout s'il y a des adjuvants. Donc, ça, faut que vous soyez prévenus et il ne faut pas hésiter à prendre une Doliprane. Ça peut entraîner de la fièvre, hein, des signes d'infection bénins, mais ça doit passer au bout de quelques jours. D'accord? Il y a des Docteur, effets. Oui, pardon de vous couper, c'est sur les adjuvants, parce que nous, on oui, entend beaucoup oui, d'inquiétudes sur les adjuvants. Pourquoi oui, on met des adjuvants? À quoi ça sert? Voilà. oui. Bah, excellent, c'est une question qui est légitime. Donc, les adjuvants, ça vient du latin adjuvare, qui veut dire aider. Donc, les adjuvants, c'est des agents qui sont inertes, qui restent sur place, qui sont là pour aider votre système immunitaire à répondre au vaccin. Si on ne met pas d'adjuvant, en fait, on a un risque que le vaccin ne marche pas. Donc, surtout chez les personnes avec une immunité diminuée, comme les personnes qui ont un cancer et qui sont sous traitement, l'adjuvant est vraiment important pour justement booster l'immunité. Voilà. Donc, il y a plusieurs types d'adjuvants. Évidemment, on parlait beaucoup de l'aluminium. Donc, l'aluminium, ça reste vraiment dans le muscle, ça passe pas dans la circulation. C'est comme un tatouage, en fait. C'est comme ça qu'on le dit, un tatouage local au niveau du muscle. Et il reste là, et c'est en termes de quantité, pas plus que ce que vous ingérez dans votre consommation en fait, de tous les jours. Donc, les doses sont vraiment faibles. Il y a eu des doutes, hein, on ne va pas se mentir, sur des effets secondaires des adjuvants. Il y en a qui sont avérés. Donc déjà, c'est sûr que ça donne plus d'effets secondaires locaux. Donc ça fait plus mal avec les adjuvants. D'accord? Il y a eu des doutes sur des cas de narcolepsie chez les enfants, dû à des adjuvants avec le vaccin de la grippe spécifique, qui n'est encore pas prouvé. Et il y avait des doutes sur, donc ça ne concerne pas directement, mais chez des risques de rejet d'organes, mais ça qui n'ont pas été, qui ont été infirmés. Ce qu'il faut, moi ce que je dis, c'est que on va pas se mentir, hein, les vaccins ont des effets secondaires et il y a des cas personnels avec des effets secondaires qui sont inattendus. Ça, c'est la dernière ligne. Ce qu'il faut mettre en regard, c'est quel est le risque d'attraper la maladie. Donc, je vous ai parlé de la narcolepsie pour le vaccin adjuvanté de grippe. La grippe donne des narcolepsies de façon beaucoup plus fréquente que le vaccin. Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé de cette perception entre le bénéfice et le risque. Mais quand même, on n'a pas, dans la limite des données actuelles, vraiment d'arguments pour dire que les adjuvants peuvent entraîner en fait des maladies des effets secondaires si fréquents que ça ferait basculer le bénéfice de la vaccination. Donc il y a des effets secondaires qui sont locaux, mais qui sont considérés comme acceptables. Mais en termes d'événements rares, inattendus, on n'a pas trouvé grand-chose. Pas plus que ce qui vous arriverait si c'est des maladies rares qui arrivent dont on ne sait pas vraiment la cause, quoi. Mais on pourra en parler si vous voulez des questions plus précises. Et ça, c'est un peu lié sur l'hésitation vaccinale. Il y a des études hein, qui montrent qu'un risque, va dire identifié, je ne sais pas, de 3%, si la prise de risque elle est volontaire, si c'est un contrôle individuel, c'est-à-dire c'est moi qui décide de prendre ce risque ou de ne pas faire quelque chose, c'est beaucoup plus acceptable que quelque chose qui est issu de ce qui est perçu comme un contrôle collectif, genre l'État, le médecin nous dit ça, et on va nous-mêmes se faire vacciner versus essayer de passer entre les gouttes sur un objet artificiel. Donc il faut aussi un peu réfléchir sur de quoi est-ce qu'on a pas, est-ce que c'est euh, le pourcentage ou est-ce que c'est la nature de ce risque? Et des fois, la nature change notre perception, est-ce que c'est très dangereux ou pas, quoi. Un mot sur la couverture. Donc, je vous ai mis ici une étude française sur les données de l'assurance maladie. Donc, c'est des études qui sont très utiles, même si c'est très, très long à avoir. On voit que la couverture vaccinale grippe est de 40%, alors qu'elle doit être de 80%, et le pneumocoque, c'est 9%. Donc, il y a encore un grand effort à faire pour améliorer la couverture vaccinale. Et on dit souvent qu'il y a 3 C
ce qu'on appelle le N3C, qui peuvent expliquer en partie l'hésitation. Un, c'est en anglais confidence, en français, c'est la confiance. Est-ce que la personne qui nous dit de nous faire vacciner nous recommande, est-ce qu'on a confiance en elle? Et on sait que les gens qui n'ont pas confiance dans l'État, c'est ceux qui ont le moins de confiance dans la politique vaccinale. Heureusement, les personnes font le plus confiance à leurs soignants, aux représentants, aux associations de malades, c'est-à-dire les pharmaciens, les médecins, les sages-femmes, les infirmières. Donc elles peuvent, ces personnes-là, renverser et rétablir la confiance chez les personnes. Ensuite, le deuxième C, c'est est-ce que c'est la commodité? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est coûteux? D'accord. Et enfin, le troisième C, c'est la complaisance. Est-ce qu'on pense que la maladie est non grave? Donc ça aussi, c'est un message de dire les patients qui ont un cancer sont plus à risque de faire des formes graves. Le but de la vaccination, c'est pas forcément de ne pas être malade, mais c'est pas d'être gravement malade. Voilà. Donc je vais finir sur les vaccins anti-cancer parce on m'a posé la question. Donc déjà, il y a déjà des vaccins anti-cancer. Donc le HPV, si vous n'avez pas compris, c'est un vaccin anti-cancer. L'hépatite B, ça évite le cancer du foie. D'accord? Donc c'est deux vaccins qui ont montré leur efficacité pour faire diminuer les cancers qui leur sont associés. Il y a des pistes de vaccination thérapeutique. Je vous l'ai dit au début, le vaccin, c'est un médicament qui booste votre immunité. Et donc, peut-être qu'elle peut booster l'immunité contre le cancer. Donc, il y a plusieurs stratégies, soit personnalisées en fonction des personnes, mais ça prend du temps, soit en fait une étagère, on va dire, avec différents cancers. Mais tout ça, ça n'a pas encore montré des preuves fortes. Donc, c'est des preuves qui restent modèles ou préliminaires. Voilà, je remercie votre attention. Je finis là. J'espère pas trop déborder. Et puis on peut continuer la discussion. Merci, docteur. Merci beaucoup, docteur. On retiendra qu'il existe déjà des vaccins anti-cancer. Ça, c'est quelque chose que là vraiment, c'est clair pour moi. J'avais pas cette présentation, elle m'a donné au moins cette information-là, et je pense que c'est vraiment important. Et est-ce qu'on a d'autres questions? Il me semble qu'il y avait des questions dans le chat auxquelles vous n'aviez peut-être pas répondu. Euh, Alors, Si je crois que le docteur avait répondu aux questions en précisant que on pouvait se faire vacciner du moment que c'était pas vivant, c'était peut-être moins efficace, mais qui recommandait, moi Ouais. j'ai compris. Donc est-ce que j'ai bien compris? Parce que comme Oui, ça, oui, c'est tout à fait on ça. vérifie que tout le monde a compris. Voilà. Et puis moi, je voulais C'est juste très ajouter, intéressant. parce que sur le nombre de doses, là, sur comme le dit Françoise, sur les vaccins qui permettent d'éviter les cancers, l'hépatite B et l'HPV, la sécurité du vaccin, maintenant, il y a des centaines de millions de doses qui ont été injectées. Donc, on a vraiment du recul sur les effets secondaires. Et comme ça fait partie des questions qu'on nous pose souvent chez Hmm. Imagine, il y a vraiment des études approfondies qui ont montré comme l'a dit le docteur, il n'y avait pas de différence pour les maladies auxquelles on pense souvent neurodégénératives, entre les personnes vaccinées et celles non vaccinées. C'était des Ouais. causes. Le C'était hasard est très, quelque chose d'assez terrible. c'est très franco-français déjà. Donc, Mm. c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres pays sur l'hépatite B et la sclérose en plaques. Donc, c'est vraiment une affaire très française. Et en fait, c'est souvent l'âge où on vaccine, c'est aussi l'âge où on diagnostique des choses. Donc, une politique très anglaise, c'était l'autisme et le ROR, rubéole, rougeole, rougeole, oreillon, rubéole. Ben, c'est l'âge où on vaccine, c'est aussi l'âge où on fait les premiers diagnostics d'autisme. Et donc, ça arrive de façon concomitante, de façon fortuite. Et c'est sûr que ça peut. Les gens, quand ils sont malades, ils se demandent toujours pourquoi moi, pourquoi maintenant. Des fois, c'est difficile d'accepter. Euh, enfin, en tout cas, la médecine moderne n'est pas en mesure de répondre à ces questions de façon satisfaisante, hein, ça je le sais. Alors oui, c'est une fake news, sclérose en plaques, hépatite B, c'est clair. C'est prouvé. Moi, je vaccine des scléroses en plaques avec l'hépatite B sans aucun problème. Ouais. Et celui du dessus, docteur, quel intervalle de temps d'injection entre chaque vaccin? Alors, vous pouvez faire les vaccins en même temps, mais bon, ça fait quand même beaucoup de piqûres. Donc moi, j'en fais au maximum. Il y a des patients, on peut en faire 4. Hein. Euh, donc après, moi, je dirais qu'il faut au moins espacer d'une semaine, quoi. Pour les vaccins, l'intervalle est respecté surtout pour les vaccins vivants atténués, mais comme je l'ai dit, c'est contre-indiqué chez les patients qui ont un cancer. Donc moi, c'est ça, quoi. Donc il n'y a pas de vrai
intervalle, mais c'est plutôt en fonction des patients, parce que peut-être ils n'ont pas envie de venir tous les jours à la pharmacie se faire vacciner, donc peut-être toutes les semaines, je pense que c'est un bon délai, ou toutes les 2 semaines, le temps que... soit c'est en même temps, moi, souvent la politique de soit c'est en même temps, soit c'est 1 semaine ou 2 semaines après, quand on n'a plus mal au bras, si on a mal au bras, quoi. Question, comment expliquer qu'aussi peu de soignants soient vaccinés? Ah, je m'attendais à cette question. Ouais, c'est une vraie question Euh, que tout le monde se pose. Dans le Euh, vécu Covid, oui. alors, je pense que la situation des soignants, donc déjà, ça varie en fonction du soignant. Donc, les médecins se vaccinent plutôt bien, les infirmiers un peu moins, les aides-soignants presque pas, ou très très peu, ou trop peu. Ça dépend des zones géographiques. Euh, moi, je prétends pas avoir de recette miracle. Je pense que il y a une perception de la vaccination qui est peut-être le fait déjà les soignants donnent déjà beaucoup, travaillent déjà beaucoup, donnent beaucoup d'eux-mêmes pour leur métier. Et que la vaccination, c'est sûr que c'est une contrainte supplémentaire, une contrainte physique en fait, même de façon stricto sensu, dans le sens où on va aller leur piquer dans le bras. Et donc pour eux, peut-être que c'est un peu trop. Souvent, on dit que la vaccination, c'est perçu comme une façon d'éviter les arrêts de travail. Donc c'est sûr que c'est pas le bon. On les culpabilise aussi. Il y a beaucoup de facteurs psychologiques en fait qui fait qu'il y a une résistance à la vaccination. Et donc, c'est une vraie question de recherche, en fait. Donc, j'ai pas la Il y a réponse des ce recherches soir. sur ce sujet-là? Ah oui, bien sûr, des Oui. recherches. Donc, il y a des effets de groupe aussi. Dès qu'il y a une personne qui est hésitant, eh ben, elle va entraîner tout le monde. Donc, il y a aussi des clusters, enfin des groupes qui sont moins vaccinés. Je pense qu'il y a aussi pas une très bonne communication, parce que euh, souvent, on culpabilise les soignants, et je pense que c'est vraiment la dernière chose à faire. C'est sûr qu'elle est insuffisante. Et ce qui marche le mieux, en fait, c'est de travailler sur le C de commodité, c'est-à-dire aller dans les services, vacciner les gens qui sont là. Et généralement, peu de gens refusent, en fait. Donc, il y a peu de gens qui disent: ah non, non, je ne suis pas vacciné. Puis voilà. Puis il y a beaucoup de biais sur, entre guillemets, il y a des soignants qui se prennent experts, hein, on l'a vu aussi avec le Covid, même il y a des infectiologues qui sont pris pour plus experts qu'ils n'étaient. Voilà, donc non, il y a beaucoup d'explications, il y a beaucoup de raisons, et on n'a pas encore trouvé une façon de résoudre ce problème.